Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission qui vous parle de diversité culturelle, mais des enjeux lavallois aussi. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Warnet. Alexandre est activiste de la transition écologique et de l'urgence climatique. Il est l'instigateur et le président du mouvement citoyen Laval en transition. Il est aussi secrétaire trésorier du Conseil régional de l'environnement de Laval, membre du comité relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Il a été impliqué aussi au niveau du forum jeunesse de Laval. Vous avez été membre du conseil d'administration du forum social mondial aussi, Alexandre Warnet. Je peux en dérouler encore. Vous avez écrit un livre, des conférences. Bonjour Alexandre. Bonjour. Voilà. Je parlais de votre livre. Vous avez écrit un livre sur l'âge de l'humanité. Oui. Comment construire la communauté politique de l'humanité unie dans la diversité. On va revenir à ce livre-là un peu plus tard dans l'entrevue. Mais j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui vous fait aller? C'est quoi votre carburant, Alexandre? Je dirais tout d'abord une base d'implication qui se nourrit de mes valeurs profondes, même de ma vision spirituelle, de ce qui me fait connecter à plus grand que moi. Mon engagement environnemental, il part de là, il part de ma connexion personnelle avec l'univers, avec la Terre, avec la vie, le fait que je me reconnais dans tout ce qui est vivant sur la Terre, les êtres humains aussi, mais l'ensemble du vivant. Et puis, j'ai toujours cru en la capacité des êtres humains de changer, dans la capacité de la société d'évoluer. Puis on a tous et toutes un rôle à jouer. Donc, j'essaie de faire ma part. De faire votre part. Et je parlais des conférences que vous avez données au Québec, en Tunisie, vous en avez donné en Allemagne, en Bosnie-Herzégovine, en Belgique. Et vous vous définissez comme un climate reality leader. Je suis francophone, ne vous moquez pas de mon anglais, OK? Formé par l'ancien vice-président Al Gore et The Climate Reality Project. Oui. Qu'est-ce que ça fait réellement, un Climate Reality Leader? Bien, en fait, cette organisation-là, menée effectivement par Al Gore, qui a gagné un prix Nobel de la paix pour son engagement environnemental pour les changements climatiques, avec un documentaire, Inconvenient Truth, une vérité qui dérange plutôt. Donc, cette organisation-là forme des individus, les rassemble pour leur donner l'information la plus à jour sur la science des changements climatiques et sur les solutions qui sont à notre portée. Et ces individus-là, de plein de pays, retournent dans leur communauté et s'engagent à faire des gestes de leadership climatique. Ils appellent ça Acts of Leadership. Donc, notamment faire des conférences, mais ça peut être aussi des lettres ouvertes, ça peut être des activités dans la communauté. Donc, de devenir des ambassadeurs du climat dans leur communauté. OK, des ambassadeurs, mais de façon très, très active, c'est-à-dire... Ils ne représentent pas juste, mais ils vont démultiplier les actions. Exactement. Il y en a 20 000 maintenant sur la planète de ces ambassadeurs, ambassadrices du climat. D'accord. Donc, vous faites partie des 20 000. Ouais. Donc, j'imagine que c'est là qu'est né pour vous le pacte. Vous êtes engagé dans le pacte pour la transition. Et au niveau local, le mouvement Laval en transition. Oui. Bien, en fait, le pacte, c'est Laure Varidel, Dominique Champagne qui le porte. Il est signé par près de 300 000 personnes maintenant à travers le Québec. Donc, je ne suis pas tant engagée à ce niveau-là que plutôt que d'avoir organisé une activité avec eux à Laval là, au mois de septembre, ces deux porteurs-là sur le pacte. Laval en transition, c'est né effectivement de ma volonté de mobiliser des citoyennes et des citoyens pour agir concrètement contre les changements climatiques, en fait, de façon enracinée. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu qui est global, qui n'a pas de frontières. Par contre, en fait, on peut avoir la perception que c'est tellement gros qu'on ne peut rien faire, nous, comme simples citoyennes et citoyens, mais c'est pas vrai. Chaque geste compte. Et des fois, on peut se dire, on va attendre que les gouvernements posent des gestes. Certaines fois, on peut être déçu, certaines fois, on peut être agréablement surpris, mais dans tous les cas, on n'est pas obligé d'attendre. Il y a plein de choses qu'on peut faire, nous, individuellement, mais c'est surtout nous, collectivement, que Laval en transition porte. Donc, c'est vraiment un mouvement de citoyennes et de citoyens qui se rassemblent pour poser des gestes concrets, pour créer des communautés plus résilientes, puis pour lutter activement pour diminuer notre empreinte écologique et, au premier chef, nos émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et vous êtes l'instigateur de ce mouvement, mais j'imagine qu'il y a un groupe qui sont les autres membres. Puis, quels sont vos objectifs? Vous avez parlé
d'enracinement sur le plan local, d'action à porter. Qu'est-ce que vous avez comme objectif sur le plan local? Bien, effectivement, on est plusieurs personnes maintenant. Donc, c'est né au mois de juin, Laval en transition, une première rencontre. Puis, il y a eu plusieurs rencontres pendant l'été. Il y a eu donc une grande conférence sur le pacte de la transition au mois de septembre. On a aussi organisé la manifestation historique pour le climat le 27 septembre à Laval, en face du collège Montmorency, l'Université de Montréal, à côté du métro. Donc, notre objectif, c'est d'abord de rassembler, parce qu'il y a des gens qui ont exprimé dans nos rencontres le fait de se sentir limité dans ses gestes. Certaines personnes sont végétariennes pour le climat, certaines personnes essaient de vivre une vie sans déchets. Donc, il y a plein de gestes individuels qu'on peut faire, compost, recyclage, évidemment, tout ça. Se délaisser de l'auto aussi. Mais au-delà des gestes individuels, il y a un sentiment qui peut émerger d'éco-anxiété, il y a un sentiment de « j'ai atteint ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? » Et c'est ensemble que la solution vient. Donc, en termes de ce qu'on attend pour Laval en transition, on veut être une plateforme qui rassemble tous les joueurs, en fait, une majorité, disons, de joueurs environnementaux à Laval. Et c'est déjà le cas. Il y a plein de partenariats déjà qui se font. Mais c'est surtout d'être une plateforme, d'être un endroit d'échange où les citoyens peuvent créer leurs propres initiatives ensemble. Donc, il y a très peu d'actions concrètes qui vont venir d'en haut, si on veut, de Laval en transition comme telle. Il y en a. Il y en a eu, il va continuer à en avoir. Mais c'est surtout de dire qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Je prends par exemple un groupe de citoyennes et citoyens dans Laval en transition qui se sont dit on veut créer des initiatives d'économie de partage, de réparation, le troc. Comment est-ce qu'on peut faire pour moins consommer? Donc, c'est quelqu'un qui a levé la main, qui a dit, moi, c'est ça qui m'allume, c'est ce qui m'intéresse. Ça l'a fasciné d'autres personnes autour de la table. Un groupe s'est formé et il travaille sur des solutions concrètes. D'autres se sont dit, il faut renforcer le tissu social. Parce que si on veut agir ensemble pour l'environnement, pour la planète, bien, il faut déjà se connaître. Dans nos quartiers, souvent, on connaît notre voisin en face, peut-être ceux à côté, si on est chanceux. Mais on ne connaît pas vraiment nos voisins. On a un sentiment d'individualisme et pas de communauté. Donc, on va faire des fêtes de voisins pour apprendre à se connaître. Donc, c'est parti. Il y en a eu quelques-unes déjà cet automne. Donc, c'est plein de petites actions comme ça, locales, qui vont amener un changement par l'accumulation de ces gestes-là. Et il y a aussi la volonté de créer des racines dans les quartiers. C'est-à-dire que là, il y a Laval en transition qui couvre tout le territoire, mais on veut à terme qu'il y ait Saint-François en transition, Sainte-Dorothée, Hauteuil en transition aussi. Vimont en transition. Et tout ça, là, donc les 14, au moins les 14 quartiers de Laval, puis peut-être même plus une école en transition. Un hôpital en transition. Pourquoi pas, tu sais, de créer de l'hyper-local. Vous semez, en fait, vous poussez le germe, vous mettez tout en place, un incubateur, en fait, d'idées. Oui, tout à fait. Puis vous fédérez les idées, vous aidez les gens à les mettre en place. Une fois que c'est parti, on les soutient, on met les gens en contact. D'accord. Mais est-ce que vous avez, mettons, des objectifs mesurables, quelque chose qui vous permet, vous, de voir la portée de votre action? Parce que c'est ce qu'on reproche souvent aux activistes en environnement. Il y a toujours de belles idées, mais concrètement, est-ce qu'on avance? Comment on peut mesurer qu'on avance? Bien, il y a plein de façons de faire. Il y a le nombre de citoyens qui seraient restés à la maison, qui ne se seraient pas engagés et qui là, se rassemblent pour le faire. Donc, en termes quantitatifs, il y a ça. Il y a le nombre d'activités qu'on peut faire par année. Évidemment, on n'est pas dans... combien de tonnes de gaz à effet de serre, nos actions, ça, c'est pas possible de le calculer. Puis je vous dirais aussi que l'impact indirect, mais qui est aussi important, c'est en fait l'impact du processus. Le processus lui-même, autant que l'extrant, si on veut, que des activités qu'on fait, il est absolument majeur dans le fait de créer des communautés résilientes, c'est-à-dire la manière dont on se rencontre, le fait de se rencontrer, c'est un résultat lui-même qui n'existait pas avant. Des partenariats qui se font, des projets qui sont initiés juste parce qu'on crée l'espace et on appelle les gens à venir dans nos rencontres. Ça, c'est une belle richesse également. D'accord. Depuis juin, donc vous êtes né en juin. Depuis juin, qu'est-ce qui s'est passé comme activité, puis qu'est-ce qui est prévu actuellement? Oui. Bien, ce qui s'est passé, c'était...
on était donc au tout début encore, ça fait même pas 6 mois, donc on est en train de se structurer. On a eu des rencontres pour imaginer quelle serait notre mission, notre vision, nos valeurs, de façon très participative. Et d'ailleurs, il y a un groupe Facebook, La Valoise en transition, où la majorité de ces textes-là, de nos textes fondamentaux, on les a tous rédigés collectivement. Donc, ça fait partie du processus aussi dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est très participatif. Oui, de contribuer à ça. Donc, dès le mois d'août, il y a eu des groupes d'action qui se sont mis en place, dont celle dont je parlais il y a un instant, les fêtes de voisins, le troc, plantation d'arbres, jardinage, même un groupe sur le transport et le vélo, qui se mettent en place. Donc, c'est encore en train de se mettre en place. On a eu cette conférence-là majeure sur le pacte de la transition. Il y avait près de 150 personnes le 25 septembre. 2 jours après aussi, près de 150 personnes à la manif historique pour le climat à Laval. Donc ça, c'est à ma connaissance, c'est la première fois que ça s'est passé à Laval. Donc, il y a de l'excitation beaucoup parce qu'on est beaucoup dans des premières fois, ce qui est justement très excitant. Et là, on est en train de travailler une caravane de la transition. C'est-à-dire qu'on va aller... donc, l'image de la caravane ne sera pas nécessairement une caravane physique, mais aller justement dans les quartiers pour... donc là, jusqu'à présent, c'est ça. Voilà. Là, on est dans une dynamique, on dit « venez vers nous ». Mais on va aller dans les quartiers, on va aller avec des organisations locales, avec des citoyens locaux pour organiser ça de façon à ce que les actions ressemblent au quartier aussi. Parce qu'on a un grand territoire. Les réalités de Chaumédé à Saint-François, à Auteuil, c'est complètement différent. Donc, on veut faire en sorte que les citoyens des quartiers s'approprient la transition écologique et économique chez eux. Chez eux, d'accord. On va revenir à votre livre. Donc, je vois quelque part le lien entre les engagements, parce que vous avez sorti ce qui pourrait ressembler à un manifeste, mais qui est le contraire de ce qu'on voit, parce que les manifestes ont toujours de plus en plus un côté haineux. Vous êtes très, très positif. Donc, une critique assez exhaustive de la société, de l'ordre mondial que vous avez qualifié un peu d'ordre des nations. Puis vous proposez de progresser, d'aller vers un ordre de l'humanité. Mais si on voit tout ce qui se passe, la montée de l'extrême droite, les frontières qui se ferment, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver un jour? Je pense que c'est assez inévitable. Il y a deux grands scénarios pour moi. Soit on se rassemble, soit on se désunit complètement. Et les deux scénarios sont possibles. Puis je pense d'ailleurs que l'humanité, les êtres humains, on est mobilisés soit par la peur, par l'appât du gain, ou par l'inspiration. C'est un peu cette idée-là. Là, je comprends ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas nécessairement prêt d'y arriver à cette communauté de l'humanité unie dans sa diversité. C'est pas pour demain, très certainement, mais c'est une espèce une graine qui est semée pour inspirer les gens. Voici le possible vers quoi on pourrait aller. Et surtout de réaliser, première étape, que l'âge des nations, l'ordre des nations, où on a divisé cette belle planète-là avec des frontières qui sont imaginaires, qu'on a inventées. Hein. C'est pas naturel, les nations. On a inventé ça. Qu'il y a des limites majeures, notamment par rapport à la crise environnementale, la crise climatique, qui est une logique sans frontières. On est une planète, un écosystème. Les actions des uns il y a des répercussions sur tout le monde. On pourrait parler des groupes criminels les frontières, là, ça les arrête pas du tout. Tout ce qui est question de santé, de virus. Puis l'idée, c'est pas tant de dire que les frontières doivent se dissoudre, pas dans une première étape en tout cas, mais vraiment de dire il faut ajouter cette idée d'une communauté de l'humanité. On rajoute un sentiment d'appartenance à l'humanité, mais aussi une citoyenneté de l'humanité. Puis pas juste dans la perception, c'est-à-dire pas juste qu'on dit je suis citoyen du monde. Parce qu'on le dit déjà. Ça, c'est identitaire. Mais en termes juridiques et politiques, une vraie citoyenneté, comme on peut être à la fois citoyen italien et citoyen de l'Union européenne, par exemple. Il y a une double citoyenneté qui n'a rien enlevé à la citoyenneté des différents pays, mais qui ajoute des droits et des responsabilités qui dépassent les frontières nationales. Pourquoi pas le faire à l'échelle de l'humanité? Pour finir, Alexandre, j'imagine que pour vous,
l'enjeu rassembleur pour l'humanité, ça doit être le climat. Absolument. C'est l'enjeu de l'heure. On parle justement plus simplement des changements climatiques. On parle d'urgence climatique, de crise climatique. On est tous dans le même bateau, on est tous sous le même toit et la maison brûle pour tout le monde. Et on voit qu'il y a des effets systémiques à travers la planète. La déforestation en Amazonie, ça touche plus seulement que les Brésiliens. Quand il y a des feux ici et là, la Californie, en Afrique, un peu partout, cet été, il y a eu énormément de feux, mais ça a des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. Notre action comme consommateur ici en Amérique du Nord, dans une société très privilégiée, a des impacts directs sur des gens et sur des écosystèmes partout sur la planète. Donc, on a besoin de se serrer les coudes et de dépasser justement cette mentalité de frontière, de dire si ton pays signe tel traité, moi je vais le signer. On n'est plus là-dedans. Là. On est dans une urgence, effectivement, ça doit nous fédérer, nous rassembler. D'accord. Fédérer pour le climat, mais fédérer pour les autres enjeux aussi. J'imagine la lutte contre la discrimination, c'est pousser la diversité, l'inclusion, c'est les luttes. Tout à fait. La transition qu'on veut, elle doit être juste et équitable. Elle doit même être réparatrice. Elle doit être réconciliatrice, elle doit faire en sorte que les injustices du passé, on ne les reproduise pas non plus, parce qu'on pourrait avoir ce réflexe-là dans l'urgence de dire « Oups, on va faire vite, 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 puis on va oublier, on va avoir des angles morts, on va... » Non, l'idée, c'est vraiment d'être ensemble dans une question de justice et d'équité, mais dans l'urgence. De faire rapidement, quelque chose, mais ensemble et de façon équitable et éthique. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Warnett. Merci à vous. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, on entend beaucoup parler de pratiques éco-responsables et aussi de consommation zéro déchet. Mais au-delà de la tendance, ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce que ça veut dire être ou adopter des pratiques éco-responsables? Donc, être éco-responsable, c'est prendre conscience de son environnement et comprendre que certains de nos gestes peuvent être nocifs pour nous et pour la planète. C'est donc vivre, donc consommer, se déplacer, penser en étant responsable d'un point de vue écologique. Il existe d'ailleurs plusieurs projets, programmes et initiatives orientés éco-responsables au Québec. Il existe même un Conseil québécois des événements éco-responsables qui se donne pour mission d'accompagner, de conseiller des organismes et des entreprises afin que leurs événements soient plus éco-responsables. Il est également possible de consulter une liste d'événements classés de cette façon-là sur le site internet événementsécoresponsables.com. Pour d'autres initiatives, il y a le mouvement Laval en transition, le réseau des femmes en environnement. Il existe aussi le guide des pratiques éco-responsables au travail qui est téléchargeable, qui est fait par la ville de Laval, le guide de l'événement éco-responsable proposé par Tourisme Laval et bien d'autres initiatives dans le but de ménager notre chère planète et promouvoir des gestes bons pour l'environnement. Vous pouvez en apprendre plus tout en faisant la découverte d'entrepreneurs artisans d'ici lors du marché éco-responsable du Collège Montmorency qui se tient du 1er au 3 décembre. Vous pouvez y découvrir entre autres La Petite Fabrique, une entreprise qui conçoit des emballages réutilisables et lavables faits à partir de cire d'abeille et d'huile de coco en remplacement des emballages plastiques classiques. Le marché éco-responsable est organisé par Taille et Retaille, ainsi que le Collège Montmorency. Pour toutes les informations, la page Facebook de l'événement ou encore cmontmorency.qc.ca dans la section Développement durable. Terminons avec une idée de sortie jeune public avec la pièce de théâtre Pinocchio. Plongé dans l'aventure de la petite marionnette en bois qui rêvait de devenir un petit garçon, le 8 décembre à partir de 14h à la Maison des Arts de Laval. C'est un spectacle d'environ 1 heure qui s'adresse aux enfants de 6 ans et plus. Et n'oubliez pas le marché de Noël de Laval qui se tiendra comme chaque année au Centre de la Nature du 6 au 8 décembre à partir de 10h. Faites le plein de cadeaux. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Bo Diaw, auteur, compositeur, interprète d'origine sénégalaise, québécois d'adoption, très connu dans le
milieu de la musique québécoise. Il a d'ailleurs été lauréat du prix Dynastie pour les musiques du monde. Quelqu'un qui se fait son chemin dans le paysage musical québécois. Bonjour Bodiao. Bonjour Khady. C'est un plaisir de te recevoir. Et moi aussi, merci aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bon, parlons un peu de tes débuts dans la musique. Je sais que toi, tu n'as pas commencé par la chanson. C'est vrai, effectivement. Moi, tout jeune, j'aimais beaucoup imiter, faire les imitations. Et comme j'avais la facilité aussi à écouter et reprendre, donc j'étais parti dans ce lancer-là, que ce soit des contes, des chansons connues et des artistes qui faisaient beaucoup de buzz au Sénégal. Et par la suite, je pense que ça m'a rattrapé le métier de papa qui est le théâtre et animation, et je m'étais lancé là-dedans. Mais la musique a pris le dessus par la suite. D'accord. Ouais, c'était plus fort que moi. Voilà, tu viens d'une famille d'artistes en fait. Ton père est très connu dans le milieu du théâtre. Et pourquoi tu as ressenti le besoin de quitter le Sénégal, mettons? Pourquoi le Québec aussi? Non, moi je dis toujours que le Québec m'a choisi. Je n'ai pas choisi le Québec. Parce qu'avant de venir ici, pour être honnête, je n'ai jamais entendu parler de Québec. Je connaissais le Canada et il faisait froid. Et j'avais un oncle qui habitait là, et par la suite, le jour où j'ai rencontré une Québécoise qui était venue là-bas, on était tombés en amour. C'est grâce à elle que je suis venu ici, et bon, voilà, aujourd'hui j'ai une famille ici, je suis bien, donc c'est ça. Tu te sens québécois. Donc on dirait qu'elles font du recrutement là, les Québécoises. Ah ouais. C'est une bonne manière d'aller recruter. De faire de l'interculturel. Exactement. Voilà. Puis comment ça s'est passé les débuts ici au Québec dans le milieu musical? Tu es là depuis combien de temps? Puis tu fais quand même 14 ta ans. place. Hein? 14 ans, ça fait 14 ans. C'était difficile parce que c'est dans un pays neutre ou quelque part où tu ne maîtrises pas vraiment le système, les gens, il y a des codes, la façon de voir, la façon de penser. Et il y a une façon de consommer une musique qui est différente. En tant qu'Africain, et souvent quand on est chez nous, on est très fiers, et souvent tu viens, bang, tu te rends compte que non, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il va falloir que tu t'adaptes. Cette adaptation a été un peu difficile, mais comme j'aimais ce que je faisais, je l'aime encore, c'est naturel. Donc par la suite, rencontrer des bonnes personnes et des bons gens, réseautage et voilà. D'accord. Une musique qui a aussi évolué. Actuellement, toi, tu définirais ta musique par quoi? Est-ce que tu fais de l'afro-pop, de l'afro-blues? Comment tu la définis? Bonne question, parce que j'en ai fait. Hein. Voilà. J'ai fait du traditionnel music, j'ai fait afro-pop, j'ai fait du reggae, j'ai fait du dancehall, j'ai fait world music. J'ai eu un album pop en 2012 qui a fallu se lancer en France. Malheureusement, ça n'a jamais sorti, mais les chansons sont là. Mais aujourd'hui, je suis plus dans la musique identitaire afrobeat, c'est-à-dire de m'assumer. Je veux faire la musique africaine et vraiment avec beaucoup d'influence, parce que j'ai appris beaucoup de choses ici au Québec. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses en étant ici. Et il y a de l'afro, mais mélangé avec tout. D'accord, de l'électro, du reggae, du dancehall. C'est comme un pâté chinois, en même temps avec la poutine. C'est plein de choses dedans. Là, mais la base est africaine. Exactement, d'accord. Le fond. Voilà. Puis ça donne des albums comme le dernier que tu as produit. Exactement, mais ça n'a jamais sorti, mais on a fait un EP qui est lancé sur le net et tout. Mais actuellement, on travaille sur un album très très solide. D'accord. Puis cet album, quels sont les thèmes que tu abordes dans cet album-là? Tu as déjà le nom, j'imagine. Oui, mais je ne veux pas tout le dire. Je préfère le garder. Tu ne veux pas nous donner la primeur. D'accord. Peut-être dans les coulisses, après, je pourrais te dire. C'est ça. Donc, ça parle de moi, de mon vécu, de par où j'ai passé. Il y a des choses que j'ai vécues, il y a de l'amour, on parle d'amitié, on parle de la vie, et aussi le fait que aussi mon point de vue par rapport à l'humain. Et les gens aujourd'hui sont très matérialistes. Les gens aujourd'hui, chacun tire vers on oublie l'humain, et le but global, c'est le rassemblement et l'union faire la force. J'ai l'habitude de dire que l'amour n'a pas de frontières ni de couleurs. Moi, je veux que ma musique crée des ponts à travers les gens qui ne communiquent pas la même langue et qui n'habitent pas ensemble, mais
on est tous des frères et sœurs parce qu'on vient d'Adam et Ève. Oui, c'est un discours très positif, puis que beaucoup adhèrent à ce discours, mais j'ai l'impression que plus le monde est ouvert avec Internet et tout, plus le monde a l'impression de se fermer aussi. On voit les frontières qui se ferment, on voit les gens qui ont peur, des réfugiés, des immigrés. Ouais. C'est qu'est-ce que, j'imagine, la musique apporte un plus, donc avec un langage engagé que tu as. Toi, qu'est-ce que ça te fait comme musicien? Ça fait mal. Ça fait mal parce que plus, comme vous avez bien dit, plus que les années avancent, plus que les gens ont tellement travaillé pour ressouder et on voit que ça se détériore de plus en plus. Mais je me dis, il ne faut pas lâcher. C'est sûr qu'on ne peut pas changer les choses. Mais au moins, je veux que mon existence sur Terre, que je deviens fier en disant, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est ma contribution peut-être par rapport à tout, mais c'est quelque chose de très, très difficile. Mais il faut continuer de lutter. Et je pense que le point important, c'est l'ignorance. Ouais, donc, les gens, il faut vraiment les expliquer, puis après, ça va quoi. D'accord. Donc, tu as cet album en préparation, d'autres projets sur le court, le moyen terme? Oui, j'en ai fait pas mal parce que j'ai eu la chance d'aller en Jamaïque, tourner un clip là-bas, travailler avec des bons Jamaïcains. Ici, un gars qui s'appelait Marc Gabriel, qui était très connu dans les années 90, puis on a travaillé sur un projet pendant des années qui devait sortir. J'avais sorti aussi des singles à la radio qui ont été dans le palmarès, ici, au Québec et tout, à l'international. Mais là, on se concentre vraiment sur Bodiao. Parce qu'avant, le nom, c'était Bamba. Mais vous connaissez chez nous, Bamba, c'est quelque chose de très religieux. De sacré. C'est ça. Donc, il ne faut pas niaiser avec ça. Donc là, on travaille sur un album très solide. Le single va sortir le 12 décembre. D'accord. Pendant que je vais faire mon spectacle là, au ministère. Avec comme invité OTMC de Dogmatic. On travaille sur pas mal de choses. Puis l'album, vraiment, ça promet. D'accord. Puis pour finir, un dernier mot, un souhait, quelque chose que tu aimerais beaucoup réaliser, toi, comme artiste? Mon rêve, c'est de travailler avec Akon. Parce qu'on m'associe beaucoup à Akon. On me dit que là, les notes que je sors souvent, et c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le suis de très, très loin et de près aussi. J'aimerais vraiment avoir la chance de pouvoir faire un tube et travailler avec Akon. Puis, vous avez les mêmes origines. Alors, l'appel est lancé. On espère que si Akon nous entend, voilà. Yo, merci beaucoup, Beau. Merci, ça fait plaisir. Voilà. On va d'ailleurs se quitter sur un des titres de Bodiao, un beau clip Yow Laay Wër qui parle des femmes sénégalaises. Nous vous remercions de nous suivre tous les dimanches et le reste de la semaine sur MaTV Laval et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Di mo top otoman,